Donc, bienvenue à la conférence sur les nouvelles méthodes d'enseignement à l'heure du digital et de l'après-Covid. Donc, il va se dérouler avec messieurs François Stéphane, directeur d'EPF Montpellier, monsieur Mahamadou Koïta, directeur des enseignements et des affaires académiques de 2IE, monsieur Adnan Boukamel, directeur des programmes de la Fondation École centrale de Casablanca, monsieur Théophile Wangrawa, directeur du C9, Joseph Kizerbo. Et vous aurez comme modérateur le docteur Soro, le professeur Moussa Soro, donc chef du département génie électrique et énergétique et industriel donc de 2IE. Voilà, je ne vais pas continuer à monopoliser la parole, je vais simplement vous laisser entre les mains donc du professeur Soro et de tous les panélistes qui vont donc prendre la main sur cette session. Donc, je souhaite à tous une bonne conférence et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, les présentations ont été faites. Je suis donc le docteur Moussa Soro, enseignant-chercheur à 2IE, chef du département génie électrique et énergétique et industriel. Je suis accompagné de mon collègue Johan Richardson, qui est le chef du département sciences et techniques de l'ingénieur. Et nous allons tous les deux, il va m'aider à modérer la présente session. Alors, nous sommes donc à la session de la première conférence qui est en réalité une table ronde qui va porter sur le thème les nouvelles méthodes d'enseignement à l'heure du digital et de l'après-Covid. Parlant du Covid, sinon de la Covid-19. Il faut savoir que depuis plusieurs années, l'utilisation du digital a fait une percée fulgurante dans les méthodes de formation et d'enseignement. Voilà. Alors, donc, comme je disais, depuis quelques années, l'utilisation du digital a fait une percée fulgurante dans l'enseignement et la formation. Et par ailleurs, au premier semestre de cette année, autour de février et mars 2019, est apparue cette pandémie à COVID-19 avec son corollaire de mesures telles que la distanciation sociale, le confinement et autres, ce qui va, bien entendu, jouer un impact important sur nos différentes méthodes d'enseignement dans nos différentes institutions. Et également, cette pandémie a en quelque sorte boosté l'utilisation du digital dans nos méthodes d'enseignement. Alors, et à l'apparition de cette pandémie, il faut noter que chaque institution, chaque école, chaque établissement a dû faire face avec les moyens de bord dont elle disposait. Et il est apparu trois catégories d'établissements. La première catégorie, ce sont les établissements qui avaient déjà des plans de continuité face à différentes catastrophes dans leurs différents plans d'action. Et donc, ces établissements étaient préparés à affronter de telles catastrophes, telles que la pandémie. Et donc, ils étaient prêts. Et ils ont dû réactiver leur plan de continuité pour pouvoir faire face aux conséquences de la pandémie. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui n'étaient pas prêts, n'avaient pas de plan, mais qui ont dû se réadapter, qui ont dû faire face et rapidement réagir en face de la pandémie pour pouvoir continuer leurs activités. Et enfin, la troisième catégorie, on avait face à des établissements qui n'ont pas pu réagir à temps, peut-être faute de moyens ou parce que voilà, ils n'avaient pas les ressources disponibles. Et donc, eux, certains de ces établissements ont dû fermer en attendant des jours meilleurs. Alors, c'est ce qui a suscité ce thème. Et nous avons, pour traiter ce thème, nous avons réuni 4 panélistes qui
ont une certaine expérience en enseignement, en formation et dans les différentes méthodes pédagogiques que nous utilisons, que nous avons utilisées jusque-là et que nous avons dû réadapter en face de la pandémie. Et donc, ces 4 panélistes, chacun pour sa part, va donner son retour d'expérience, comment est-ce qu'ils ont affronté la situation, quelles ont été les difficultés, quelles solutions ils ont pu envisager et comment est-ce qu'ils ont fait face à tous les problèmes qui ont pu apparaître. Alors, et à la fin de leur présentation, je pense que chacun va nous donner un peu les différentes recettes qu'il a pu avoir et qu'il pense qu'on pourrait pérenniser dans la formation, dans l'enseignement. Alors, je vais les présenter brièvement sans toutefois entrer dans les détails de leur CV. Je vais commencer par M. Wangrawa, qui sera le premier à passer. Et il s'appelle M. Théophile Wangrawa et il a une licence en sociologie de l'éducation qu'il a acquis à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Il est aussi titulaire d'un master, des sciences de l'éducation acquis à l'université de Franche-Comté. Et enfin, il a un 3e cycle, un diplôme de 3e cycle en relations internationales qu'il a acquis à l'université de Lyon 3. Il est aujourd'hui le directeur du C9, le campus numérique francophone de Ouagadougou. Ce sera notre premier intervenant. Le second, c'est un de mes collègues directs, le docteur Mamadou Koïta, qui est enseignant-chercheur à 2 yeux en hydrogéologie et qui est aussi le directeur des études et des affaires académiques de 2 yeux. Il va nous parler de l'expérience des 2 yeux face à cette pandémie de Covid et quelles ont été les bonnes pratiques mises en place. Comme 3e panéliste, nous aurons M. Adnan Boukamel, qui est diplômé de l'école ESIM centrale, à la base ingénieur, mais qui a eu un doctorat et une habilitation de recherche en mécanique des solides. Lui, aujourd'hui, il est plutôt directeur des programmes de l'école centrale Kazakh. Et il va aussi nous parler de son expérience, de son retour d'expérience, ce qu'ils ont pu mettre en place et comment est-ce qu'ils ont fait face à cette situation de pandémie. Enfin, le dernier intervenant, il s'agit de M. François Stéphane, qui est à la base ingénieur, donc il a fait une formation d'ingénieur, et il est aussi titulaire d'un doctorat de mécanique. Il a 30 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur et il est présentement le directeur de l'EPF Montpellier. Il faut signaler aussi que M. Stéphane, il y a 5 ans, a mis en place un groupe de réflexion sur les nouvelles méthodes pédagogiques. Et il mène avec ce groupe-là quelques réflexions sur le type d'enseignement aujourd'hui qu'il faut adopter en s'adaptant, on va dire, à l'heure du digital, en s'adaptant à l'heure du digital. Il a mis en place ce groupe et ils réfléchissent pour trouver des nouvelles méthodes pédagogiques. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, chaque intervenant aura environ 10 minutes de présentation. Alors, nous allons commencer avec M. Théophile Wangrawa. Nous allons lui demander d'activer sa caméra et de lancer sa présentation, son PowerPoint, et de partager son écran pour pouvoir faire la présentation. Allô? Bonjour, Monsieur Soro. Bonjour, chers panélistes. Bonjour, chers étudiants enseignants. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Parfait. Merci, Monsieur Soro. Merci. Une fois de plus, avant tout propos, je tiens à vous remercier pour cette invitation que vous avez faite à l'Agence universitaire de la francophonie de prendre part à cette table ronde, à ces échanges. Donc, merci pour cette considération. Comme vous le savez, des yeux
est membre de l'Agence universitaire de la francophonie, une institution membre avec laquelle nous avons des relations de partenariat très intéressantes. Donc, j'essaie de lancer la vidéo, mais comme je l'avais, apparemment, la vidéo ne s'exécute pas, mais je vais m'assurer que vous m'entendez parfaitement. Monsieur Soureux, vous confirmez, vous me recevez? Oui, oui, on le reçoit. Oui, on vous reçoit. Parfait. Donc, sans plus tarder, je vais juste ajouter quelques précisions à la présentation. Je suis Théophile Wangrawa, le directeur du campus numérique francophone de l'Agence universitaire de la francophonie au Burkina. Donc, comme vous le savez, le campus numérique francophone de Ouagadougou, c'est la vitrine au niveau pays de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, en ce qui concerne le thème qui nous intéresse, sans plus tarder, il faut dire qu'aux premiers instants de la pandémie… Monsieur Wangrawa, vous pouvez activer votre caméra? Oui, justement, j'essayais de l'activer. J'ai quelques… Je ne sais pas si c'est bon maintenant. Oui. Voilà, j'essaie de partager l'écran avec vous aussi. Oui. C'est bon, vous… Oui, allez-y. Voilà, merci. Donc, le plan de mon intervention va s'articuler autour de quatre points. Je vais rapidement vous faire une présentation du plan spécial qui a été mis en place par l'Agence universitaire de la francophonie pour endiguer, pour accompagner les universités membres dans le cadre justement de cette lutte contre la pandémie. Le deuxième point va concerner un état de lieu assez sommaire sur la pénétration des TIC dans nos établissements membres. Et le troisième point, nous allons vous énumérer quelques difficultés qui ont été rencontrées et enfin les perspectives. Donc, il faut dire qu'aux premiers instants de la pandémie, l'Agence universitaire de la francophonie a très vite réagi en mettant en place un plan spécial contre la pandémie. Et ce plan spécial COVID-19 qui s'est articulé autour de 4 axes majeurs avec 10 actions phares que l'agence a eu à dérouler. Donc, en ce qui concerne justement le thème qui nous intéresse, je retiendrai d'abord comme action majeure qui a été mise en place par l'agence dans le cadre justement de cette lutte contre la pandémie. Ça a été une réorganisation, si vous voulez, des modes de travail. Certes, l'agence a une expérience dans tout ce qui concerne le travail et le télétravail. Donc, ce n'est pas un fait nouveau pour le personnel de l'Agence universitaire de la francophonie. Mais dans le cadre justement de cette pandémie, il s'est agi de réorganiser nos espaces et de prendre en compte les mesures de protection pour non seulement sécuriser le personnel et sécuriser nos partenaires. Donc, ce plan à l'interne aussi a consisté rapidement, si vous avez très bien suivi l'actualité, avec l'appel à projet que l'agence a lancé. C'est un appel à projet avec un fonds qui a été mis à disposition, un fonds de 1 million d'euros. Et cet appel à projet a concerné les initiatives des enseignants, des étudiants dans le cadre de nos universités membres. Et cet appel a eu un franc succès en ce sens que nous avons reçu des milliers de dossiers qui ont été épluchés. Les dossiers qui ont été retenus les projets sont en cours de mise en œuvre. Et en ce qui concerne le Burkina notamment, il y a eu 3 projets qui ont été retenus dans le cadre des initiatives qui ont été mises en place contre cette pandémie. Donc, et le troisième point qui concerne la thématique de notre table ronde, c'est le soutien à la continuité des activités pédagogiques. Donc, il s'agit exactement, qu'est-ce qu'il s'agit exactement pour l'agence de mobiliser non seulement son expertise, de mobiliser ses partenaires pour accompagner ces universités membres à faire face, à assurer la continuité des activités pédagogiques au sein de ces universités. Donc, cette action précisément a consisté à la mise en place des ressources en accès gratuit. C'est notamment des formations certifiantes de nos partenaires, de nos universités membres, et aussi à mettre à disposition, certes, cette bibliothèque numérique existait déjà, mais nous l'avons ouvert, nous avons
faire la promotion de cette bibliothèque numérique qui a actuellement plus de 11 millions de ressources en accès gratuit, avec également des comptes d'accès pour nos universités membres, pour nos enseignants-chercheurs, nos étudiants. Donc, ce point particulier a consisté à aller vers les étudiants, à aller vers les universités, et non seulement les présenter ces produits qui existaient déjà une fois de plus, mais en fait à attirer l'attention de nos universités membres, de l'AUF disposant d'une expertise, d'une expérience dans le domaine. Cette pandémie vient nous rappeler en fait ce qui existait non seulement, mais aussi continuer à faire la promotion de ces ressources-là auprès de nos universités membres. Donc, le deuxième point que je vais aborder qui concerne l'état de mise en œuvre ou l'état de pénétration des TIC dans les espaces, dans nos établissements membres de l'Afrique subsaharienne, il faut dire que dans l'ensemble, on note une très faible pénétration des TIC, de l'utilisation des TIC dans nos universités membres. Quand je prends en termes de statistiques pour cette année, si je regarde les différentes offres en prenant le cas du Burkina notamment, nous avons avec nos universités membres moins de 20 offres de formation ouvertes et à distance. Donc, et quand je prends dans la demande qui est assez forte dans l'espace francophone, notamment dans cette partie de l'Afrique subsaharienne, en faisant un recueil de statistiques pour 2020-2021 que nous avons enregistré en termes de demandes, en termes de dossiers sur la plateforme que nous avons reçue, nous avons plus de 3000 candidatures sur les formations ouvertes et à distance. La demande est très forte et l'offre est très faible. Donc, ça c'est une remarque dans l'ensemble. Et comme je l'ai dit, l'expérience et l'expertise que l'AUF a eu à déployer, à accompagner ses universités membres, à développer des plateformes d'enseignement à distance, à former les enseignants, il faut véritablement dire que l'attente reste où les résultats attendus ont été très, très faibles. Donc, autrement dit, la demande est forte et l'offre est très faible dans cette partie de l'Afrique subsaharienne. Donc, en termes aussi de formation de dispositifs hybrides, dans certaines universités, notamment, on note de plus en plus cette approche où les enseignants mettent en ligne des cours et non seulement des cours où les étudiants peuvent à distance consulter et en fonction justement de l'approche pédagogique, l'enseignant retrouve les étudiants pour un encadrement en présentiel. Donc, en ce qui concerne aussi les TP à distance et les examens à distance, il faut dire qu'actuellement, nous avons un projet en expérimentation avec l'Université Joseph Kizerbo. Dans certains pays, les TP à distance sont déjà opérationnels, mais véritablement, ce sont des actions aussi qui restent faibles à ce niveau. Donc, comme difficulté rencontrée dans le cadre, dans cette lutte contre la pandémie et l'accompagnement des universités, de nos universités, dans la poursuite ou dans le soutien des activités académiques, il faut réellement noter pour certaines universités, non seulement en ce qui concerne la mise en place de stratégies réelles d'intégration des TIC qui restent véritablement à développer, on note un très faible niveau de formation des enseignants qui ne sont pas assez imprégnés des technologies liées à l'information et à la communication dans le domaine de l'éducation. Comme je le disais, l'AUF a eu à former des centaines d'enseignants, chercheurs dans ce cadre, mais la demande reste encore forte. Il faille encore former des enseignants, davantage les imprégnés des TIC. Il faut aussi noter quelques résistances, ça se constate, et comme vous le savez très bien, c'est connu dans nos universités où certains enseignants ont, si je vais m'exprimer, pas de la résistance, mais de la résistance parce qu'il faut dire que certains enseignants qui sont formés dans nos formations transfert n'ont beaucoup, certes, peut-être n'ont pas encore développé de cours à distance, de formation ouverte à distance, mais véritablement, ce sont des
des points de résistance, on va le dire. Ils ont reçu la formation, mais les résultats attendus, une fois de plus, restent toujours, nous sommes toujours sur notre fin. Donc, et enfin, la mauvaise qualité et le coût élevé de la connexion. Il faut dire à ce niveau que le coût de la connexion est un véritable frein à l'accompagnement de l'utilisation des nouvelles méthodes d'enseignement, notamment à travers le numérique éducatif. Le coût élevé de la connexion Internet est très connu en Afrique subsaharienne, qui reste l'une des zones où le coût de la connexion est très élevé. Donc, aussi, la qualité de la connexion laisse à désirer. Donc, en ce qui concerne les perspectives que nous pouvons envisager ou que l'Agence universitaire de la francophonie offre à ses universités membres, vous le savez, l'Agence universitaire de la francophonie offre à travers ses appels à projets récurrents et permanents des appels à montage de projets FOAT et MOOC qui consistent à accompagner les universités membres à déployer ces formations, leurs propres formations, donc à travers les formations ouvertes à distance et les MOOC. Donc, il faut aussi dire que depuis cette pandémie, nous avons ouvert des appels à manifestation d'intérêt pour accompagner nos universités membres à développer des cours hybrides. Et certaines universités ont répondu massivement et des projets sont en cours justement avec ces universités pour déployer des formations hybrides. Donc, il faut également dire que nous avons, comme je l'ai dit, mobilisé des partenaires qui offrent des formations certifiantes à distance, qui reste un véritable engouement pour nos étudiants et nos enseignants aussi, parce que ce sont des ressources qui permettent de renforcer un cours, de rediriger des étudiants pour des compléments de formation. Et enfin, la promotion de la bibliothèque numérique reste véritablement une action majeure à accompagner au sein de nos universités. Les universités qui disposent déjà de fonds documentaires, l'Agence universitaire de la francophonie les accompagne pour indexer ces ressources sur la bibliothèque numérique. Donc, en guise d'exemple, nous avons l'université Joseph Kizerbo qui a déjà une bibliothèque numérique. Avec cette université, nous travaillons à indexer des fonds documentaires sur cette bibliothèque. Et cette bibliothèque a actuellement plus de 11 millions de ressources et l'avantage, c'est qu'elle est accessible par les étudiants, par les enseignants avec n'importe quel support, que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur avec une connexion. Ils ont accès à ces ressources-là. Donc, pour terminer, je m'en vais, peut-être que je vous reviendrai avec un récapitulatif et avec un répertoire des ressources. C'est notamment, comme je le disais, ce sont des ressources ce sont des ressources que l'agence met à la disposition non seulement de nos universités membres, des étudiants également. Donc, je commence par la bibliothèque numérique que je viens de présenter. Il y a aussi un portail d'appel à projets, initiative pour le développement du numérique dans l'espace francophone. Donc, c'est une plateforme que nos enseignants, que nos universités membres sont invités à consulter régulièrement et à saisir les opportunités que l'agence universitaire de la francophonie met à leur disposition. Donc, à travers cette plateforme, vous avez aussi des ateliers de transfert que nous déployons. Donc, nos universités partenaires ont connu de par le passé des formats de formation transfert. Donc, il s'agit de former en une semaine, en 5 jours, des enseignants-chercheurs sur des thématiques bien précises sur le numérique éducatif. Donc, ces formations transfert peuvent toujours continuer toujours à déployer ces types de formations transfert pour renforcer et pour booster le numérique éducatif au sein de nos universités partenaires. Donc, voici de façon ramassée ce que je peux vous présenter en attendant de rebondir s'il y a d'éventuelles questions sur certains de ces aspects. Je vous remercie. OK. Merci bien, M. Wangrawa. Je pense qu'il y aura des questions parce que après cette brillante présentation, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités que vous avez pu présenter, des opportunités peut-être de financement avec l'accompagnement de l'AUF, au-delà des difficultés que vous avez pu relever aussi dans votre accompagnement, l'accompagnement que vous avez apporté aux différentes universités face à cette situation de pandémie. Et aussi, vous avez parlé de l'utilisation des TIC dans les différents instituts de formation, le taux de pénétration. Je relève par exemple que la demande pour les formations en ligne est très forte et c'est là aussi une opportunité pour nos différentes institutions. Surtout avec cette situation de pandémie, c'est sûr que
la formation en ligne va aller vraiment en croissant. Les offres de formation en ligne vont se multiplier dans nos différentes institutions. Donc, je ne vais pas... On va laisser nos participants se préparer à poser leurs questions. Ils ont suivi la présentation et nous pensons qu'il y aura beaucoup de questions. On a pour le moment sur le Zoom, on a 70 participants, ce qui est déjà très intéressant. Voilà. Donc, merci bien, M. Wangrawa. Vous restez en ligne pour les différentes questions, pour la phase de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de M. Koïta. M. Koïta, qui, je le disais tantôt, est à 2 yeux, enseignant-chercheur à 2 yeux, et qui est en même temps le directeur des études et des affaires académiques de 2 yeux. Monsieur Koïta, si vous êtes prêt, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, vous partagez votre écran. On voit votre écran aussi. C'est bon? Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. On peut y aller. Vous avez dit... D'accord. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous entretenir sur le thème des nouvelles méthodes d'enseignement à l'ère du digital et de l'après-Covid. Et bien sûr, sur la base des thèmes de référence que nous avons reçus. Donc, je suis Koïta Mahamadou, directeur des enseignements et des affaires académiques à Désir. Alors, pour ce qui concerne la présentation, je vous propose le plan suivant. Donc, tout d'abord, je vais essayer de faire un bref rappel des différentes mesures qui ont été prises par l'institution à l'avènement de la pandémie. Et après, je vais faire un focus sur le plan de continuité pédagogique qui a été mis en place à cet effet, les éventuelles difficultés rencontrées et les propositions de solutions. Et je vais achever ma présentation par les bonnes pratiques, notamment les enseignements et les leçons que nous avons tirées de la mise en œuvre de ce plan de continuité. Alors, en termes de mesures générales, il faut constater que la situation exceptionnelle que nous avons connue par rapport à l'implémentation des enseignements relève du 16 mars, et lorsque l'État burkinabé a décidé de la fermeture des écoles. Et face à cette décision, il fallait réagir très rapidement, tant sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan pédagogique. Donc, sur le plan sanitaire, nous avons pris un certain nombre de dispositions à travers la sensibilisation, la communication sur les symptômes de la maladie, tout ce qui est mode de transmission, et aussi sur les mesures préventives à respecter. Et ces mesures sont connues aujourd'hui de tout le monde. Et aussi à l'entrée des différents sites, que ce soit le site de Kamouessé ou le site de Ouagadougou, que ce soit devant les salles de classe, nous avons mis également des dispositifs de lavage des mains et de prise de température également. Alors, sur le plan pédagogique, donc, suite à cette décision de l'État, il fallait suspendre immédiatement tous les cours en présentiel sur les 2 sites. Et aussi, il fallait envisager des modalités d'enseignement à distance, notamment pour ce qui concerne les cours magistraux, les travaux dirigés et les projets, et via la plateforme Moodle. Donc, il faut signaler que nous, on ne s'entendait pas du tout à cette situation et on n'était pas préparé à ça aussi. Certes, nous avons un département de formation à distance, mais ce département de formation à distance ne concerne pas les programmes d'ingénieurs qui sont implémentés en présentiel. Donc, toujours en termes de mesures pédagogiques, on a décidé aussi de suspendre tout ce qui était travaux pratiques, sorties de terrain et les examens. Et aussi, les stages des étudiants en entreprise ont été laissés à l'appréciation des entreprises conformément aux consignes qui ont été émises en leur sein. Donc, qu'est-ce que nous avons fait concrètement sur le plan pédagogique? Et comme je l'ai dit, on n'avait pas de support de cours scénarisé adapté à la formation en ligne. Donc, il fallait trouver une solution alternative le plus rapidement possible. Donc, à cet effet, je souhaiterais peut-être au passage féliciter les collègues enseignants qui sont mis dans le jeu et qui ont vraiment produit des supports. Et en fonction des moyens qu'on avait, notamment, nous nous sommes focalisés sur le support de présentation classique, les supports PowerPoint que nous avons l'habitude de communiquer aux étudiants. Et nous avons essayé de sonoriser ces différents supports PowerPoint, les mettre à la disposition des étudiants
afin qu'ils puissent les regarder, les écouter autant de fois qu'ils veulent et sans même la connexion Internet et à tout moment également. Donc, avec le service informatique, on a essayé rapidement aussi de mettre un tutoriel en place pour une prise en main très rapide de la plateforme Moodle, ce qui va concerner tout ce qui est activité synchrone ou asynchrone. Les classes virtuelles ont été rapidement créées, les étudiants ont été rattachés aux différents semestres et également rattachés aux différents modules d'enseignement. Des espaces de discussion ont été également créés sur la plateforme afin de mettre les étudiants en situation d'apprentissage hors connexion et les étudiants ont été invités à prendre connaissance des cours et des activités sur la plateforme. Donc ça, c'était à partir de la période du 16 mars. Et à partir du 25 mars, il y a eu un renforcement des mesures sanitaires avec le confinement des étudiants. Donc, nous avons assujetti les étudiants des deux sites, les étudiants résidents dont les parents ne sont pas à Ouagadougou, et ont été confinés sur les sites de Kambouensé et de Ouagadougou. Et en plus de cela aussi, nous avons fait tout possible pour que le restaurant soit ouvert pour les étudiants. Et nous avons même subventionné le repas des étudiants à hauteur de 50%. Et pour ce qui concerne la connexion Internet, nous avons envisagé d'extendre la connexion Internet au niveau des logements d'étudiants. Le service santé a continué à fonctionner, mais au niveau du nettoyage des chambres des étudiants, nous avons suspendu le service de nettoyage qui était fait par des agents extérieurs en vue de limiter le contact et de stopper d'éventuelles transmissions de la maladie. Et la sécurité a continué à fonctionner également sur les deux sites. Alors, pour revenir au plan de continuité pédagogique qui a été adopté, je souhaiterais tout d'abord signaler que ce plan, il a été mis en œuvre pour faire face aux prévisibles ou imprévisibles de la propagation de la pandémie sur le cœur de métier des DSIE, qui est l'enseignement. Donc, à cela, il va falloir qu'un certain nombre de précisions soient apportées non seulement aux différents acteurs, que ce soit les étudiants ou les enseignants. On était dans une situation exceptionnelle et anormale. Donc, du coup, tout le monde devait savoir que ce plan de continuité-là ne pouvait pas remplacer à 100% les activités qu'on avait l'habitude de mener en présentiel. Et il ne fallait pas aussi considérer ce plan de continuité comme étant une formation au rabais, mais bien au contraire, ce plan de continuité visait à garantir un minimum de qualité de l'enseignement et à ne pas perdre assez de temps une fois qu'on serait dans une situation normale et de poursuivre le calendrier académique dans les délais. Et ce plan de continuité ne pouvait pas avoir de succès sans l'esprit aussi d'initiative des étudiants, des enseignants, l'esprit d'engagement et de responsabilité. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, nous avons développé rapidement des approches pédagogiques adaptées à la formation en ligne à travers des activités d'apprentissage qui vont générer de la connaissance, comme je l'ai dit, à travers des projets qui sont soumis aux étudiants, qui ont la possibilité de traiter ces projets dans des situations asynchrones et dans des espaces, comment dirais-je, et souvent en groupe, mais toujours à distance. Et nous avons aussi, en termes de planification, essayé de rendre plus digeste les programmes qui ont été proposés aux étudiants en ligne, en ne programmant pas plus de 2 séances, comment dirais-je, techniques par semaine, et en ne faisant pas plus d'une programmation d'une même matière par jour. Et le temps des rencontres était limité à 1 heure. Donc, pour certains enseignements qui étaient difficiles à implémenter en ligne, nous avons adopté une approche hybride. Donc, on a essayé d'évacuer tout ce qui est cours magistraux et attendre la reprise pour faire les TD et les travaux pratiques. Donc, la priorité a été accordée à l'auto-apprentissage, comme je l'ai dit précédemment, et les modalités qui étaient concernées par ces plans de continuité s'est limité aux cours magistraux, au TD, et tout ce qui est travaux pratiques et examens, nous les avons reportés lorsque la situation serait normale parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour pouvoir surveiller les examens à distance. Alors, donc il faut retenir que l'ensemble de ces méthodes pédagogiques ont pour but de permettre à tous les étudiants, quel que soit leur état de connexion, je pense que là c'est très important, d'avoir accès aux différentes formes et de disposer d'un minimum pour l'acquisition de compétences durant la période de crise. Alors, sur le plan technique et technologique, donc nous avons accordé la priorité à la plateforme Moodle, comme je l'ai dit précédemment,
on n'avait pas de support scénarisé répondant aux standards internationaux qui sont appliqués dans le cadre de la formation à distance. Mais à notre niveau, on avait essayé, comme je l'ai dit, de mettre en place des supports de cours sonorisés que l'étudiant avait la possibilité de regarder à tout moment. Et en plus de la plateforme Moodle, nous avons mis l'accent sur des ressources complémentaires, notamment WhatsApp, Zoom, Skype et Teams. Et ces ressources étaient fortement recommandées et, comment dirais-je, auprès des enseignants et des étudiants, et tant que ces ressources pouvaient permettre aux étudiants de comprendre au mieux les enseignements. Donc, sur le plan de la connexion, nous avons fait une extension des bandes Wi-Fi au niveau des logements, mais il faut reconnaître que le problème de connexion s'est posé avec acuité et en termes de débit. Et ce problème aussi, il faut le constater, était pratiquement un problème national parce qu'à partir d'une certaine heure de la journée, on avait des difficultés pour se connecter. Et ça, ce n'était pas uniquement lié à des yeux. Certes, on a eu des difficultés de connexion en interne, mais il y avait également un souci sur le plan national. Et en termes d'accompagnement, nous avons mis à contribution les délégués de classe et qui nous remontaient régulièrement les difficultés liées à l'académie afin qu'on ait trouvé des solutions. Et aussi, nous avons assuré une coordination de ces enseignements à distance à travers les assistantes des départements. Alors, donc, si je reviens aux difficultés, aux solutions, certes, il y a eu des difficultés, mais nous avons essayé à notre niveau d'apporter des éléments de solution, même si ces éléments de solution sont restés parfois comment dire, insatisfaisants. Donc, pour ce qui concerne le confinement, on a eu pas mal de préoccupations au niveau des étudiants qui étaient parfois agacés par le confinement parce qu'ils voulaient souvent se rendre en ville, soit pour retirer de l'argent ou bien faire des courses. Mais à ce niveau aussi, nous nous sommes organisés. On avait autorisé la sortie des étudiants une fois par semaine et cette sortie était bien encadrée par l'institution en respectant bien sûr les mesures sanitaires. Et au niveau des courses également, on avait pris attache avec des commerçants et les étudiants avaient la possibilité de faire des commandes groupées à distance et se faire livrer également au niveau de l'institution. Et au niveau de la restauration, il y a eu quelques difficultés parce qu'il y avait un couvre-feu qui était installé sur le plan national et à partir de 19h30, donc les étudiants étaient servis à partir de 18h. Donc, on a eu des retours comme quoi que, voilà, ils mangeaient très tôt et que la nuit était assez longue. Du coup, parfois, en plein milieu de la nuit, ils avaient des difficultés parce que, voilà, l'estomac devenait de plus en plus vide. Et toujours par rapport au confinement, on a pris des dispositions aussi pour ce qui concerne la prise de température, que ce soit à l'entrée des sites, même au niveau du personnel de sécurité. Sur le plan technique et pédagogique, je reviens encore sur le problème de connexion. Donc, la solution qui avait été adoptée, c'était de faire une extension. Nous avons fait une extension du Wi-Fi au niveau des hébergements, mais le problème de débit s'est parfois posé. On a rencontré des difficultés aussi venant des étudiants sur le rythme des enseignements pour certains semestres. Donc, à ce niveau, nous avons essayé de faire une révision de la programmation des enseignements, surtout les matières techniques, en essayant de ne pas programmer plus de 2 matières techniques par semaine. Et à ce niveau aussi, on a eu l'accompagnement des étudiants, de l'association des étudiants, en faisant de façon hebdomadaire des rencontres qui nous permettaient de discuter ensemble de leurs préoccupations et de trouver des pistes de solutions. Et ce genre de rencontre a été également initié au niveau des départements où les enseignants se voient régulièrement aussi pour avoir des idées claires sur la programmation des enseignants et essayer de trouver des solutions aux préoccupations des étudiants. Alors, en termes de bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on retient de ce plan de continuité? S'il vous plaît, oui. On va accélérer un peu parce qu'on est pris par le temps. D'accord. Donc, en termes de bonnes pratiques, nous avons mené des enquêtes auprès des étudiants pour avoir leur assentiment sur le plan qui a été mis en place. Donc, ici, je vous présente rapidement quelques résultats portant sur l'utilisation de la plateforme. Donc, les étudiants sont bien conscients de l'importance de la plateforme Moodle, mais ils ont suggéré que cela soit bien amélioré avec des supports qui soient interactifs ou scénarisés. Donc, pour ce qui concerne la connexion Internet, comme je l'ai dit, ça c'est un souci majeur, raison pour laquelle on a mis l'accent sur tout ce qui est activité asynchrone.
Et pour ce qui concerne l'accompagnement des étudiants par le corps enseignant, vous conviendrez avec moi que plus de la moitié pense que l'accompagnement se situe entre 20 et 80%. Donc, ça veut dire que cela est amélioré énormément. Et pour ce qui concerne le temps des rencontres, qui était limité à 1 heure, je pense que ça a été bien apprécié. Les supports sont améliorés selon les résultats de l'enquête. Et les étudiants sont bien conscients que, voilà, que le mode hybride est nécessaire et essentiel dans ce genre de circonstances. Et ils proposent même que la formation d'ingénieurs soit dosée d'une partie à distanciel entre 20 et 50%. Alors, quels sont les en termes de bonnes pratiques? Donc, compte tenu de ce qui s'est passé, nous avons essayé de formaliser ce plan de continuité pédagogique qui est inscrit désormais dans le livret de l'étudiant avec une approche hybride de l'enseignement à des yeux. La plateforme Moodle a été améliorée avec une version chat et visioconférence. Et aussi, on a essayé d'équiper des salles, un certain nombre de salles d'écran, de telle sorte que les étudiants vont plus se connecter individuellement, mais de façon collective et suivre ensemble les écrans au niveau des salles de cours. Et enfin, nous avons mis l'accent sur la formation des enseignants à travers l'appui de l'AUF, que je remercie au passage. Donc, il y a plus d'une vingtaine d'enseignants qui ont été formés à la conception de ces cours hybrides qui seront implémentés au niveau de l'institution. Donc, ici prend fin ma présentation et je vous remercie de votre patience et je suis disposé et ouvert à toutes les questions et préoccupations. Je vous remercie. OK, merci bien, M. Koïta. Merci pour votre brillante présentation. J'ai pu noter que DESIE a fait face à la pandémie par une réaction très rapide qui s'est soldée par la mise en place d'un plan de continuité qui a été adopté à la fois par les enseignants et les étudiants, même si ça n'a pas été aisé de mettre ce plan en application. Seulement, vous avez dit aussi que les enseignants ont adopté le plan de continuité et s'est vraiment mis à la tâche pour que les cours puissent se dérouler. Seulement, les difficultés qui ont été relevées, c'est qu'au niveau des TP, les sorties, vous avez dû suspendre certaines activités à cause de la distanciation sociale. Je note aussi que la présentation, comment on appelle, la précédente présentation de M. Wangrawa nous a fait comprendre qu'ils sont en expérimentation quant à les TP en ligne, les examens en ligne. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être capitalisé, notamment par DESIE, d'après la présentation de M. Koïta. Enfin, nous relevons que la difficulté majeure, je vais dire, la difficulté majeure technique, hein, c'est le problème de connexion. La connectivité qui n'était pas disponible. Il a fallu étendre cette connectivité-là, l'améliorer et pour pouvoir adopter, on va dire, l'éthique et introduire l'éthique de façon prononcée dans la formation à des yeux. Et la bonne pratique qu'on a pu relever aussi, c'est l'hybridation, la formation hybride. Donc, avec une bonne dose, désormais, une bonne dose d'enseignement à distance, qui vient compléter la formation en présentiel. Donc, c'est ce qu'on a pu relever comme bonne pratique qui devra se pérenniser. Bien entendu, pour l'adopter, il faudra mettre certaines choses en place, notamment la connectivité, la formation des enseignants et l'adoption de ce mode de formation par les étudiants. Déjà très satisfait par cette méthode d'enseignement et de formation. Voilà, merci bien, M. Koïta. Nous allons passer à notre troisième présentation avec M. Adnan Boukamel, qui nous vient de Centrale Casa. Et donc, il est le directeur des programmes de l'école centrale à Casablanca. Nous allons demander à M. Boukamel, d'activer sa vidéo et aussi de partager son écran avec nous. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour, la vidéo est activée a priori. Ah, okay. C'est bon pour vous?
Oui, c'est bon. Et j'ai partagé aussi mon écran. Oui. Est-ce que vous le voyez? Oui, je le vois. Vous pouvez le mettre en mode diapo. Oui. Voilà. OK, on est parti pour 10 minutes. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je me réjouis de pouvoir m'associer à mes collègues pour partager avec eux effectivement notre expérience à travers cette crise et qui, comme on dit, à toute chose, malheur est bon, a constitué pour pas mal d'établissements un catalyseur et un levier pour installer de façon, c'est vrai, parfois rapide, le digital dans l'enseignement, sachant que c'était un objectif stratégique pour pas mal d'établissements. Mais cette crise est venue bouleverser les choses et activer un petit peu les réalisations. Alors, je vais partager avec vous l'expérience de l'École centrale Casablanca. Tout d'abord, je présenterai l'École centrale Casablanca en quelques mots pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, un peu dans la lignée de ce qu'a dit Mamadou, je vais parler aussi du dispositif de continuité pédagogique que nous avons mis en place à Casa et je partagerai avec vous un peu le bilan global de cette expérience. Alors, Centrale Casablanca, c'est d'abord une école centrale qui a été créée dans le cadre d'un partenariat public-public entre les écoles centrales françaises et l'État marocain. Donc, l'école a été créée en 2013 avec un objectif et une mission principale qui est de former des ingénieurs généralistes qui soient capables et susceptibles de répondre de façon innovante aux besoins de l'industrie et de la société du 21e siècle. Alors, c'est l'aspect généraliste qui permet effectivement de répondre à ce besoin et c'est aussi la maîtrise de la complexité qui permet aussi, qui fait partie de l'ADN de Centrale Casa. Et parmi aussi un élément d'ADN, il y a, que ce soit du côté des écoles centrales ou du côté du Royaume du Maroc, on veut que Centrale Casa soit le hub africain pour les écoles centrales. Et donc, nous avons parmi nos élèves à peu près 30% d'Africains subsahariens et nous cultivons énormément l'esprit justement multiculturel et collaboration entre les cultures et les sociétés au sein de notre campus. Les effectifs aujourd'hui sont en croissance, sachant que l'école centrale Casa, comme les écoles françaises et les écoles centrales françaises, donc son cursus dure 3 ans. Et donc, après les classes préparatoires, et donc notre objectif, c'est d'atteindre 180 élèves par promo en régime de croisière. Aujourd'hui, nous sommes à 130, 140 en fonction des années. Et il y a beaucoup de mobilité vers l'Europe. Donc, à peu près 70 par an de deuxième année qui partent vers l'Europe, soit pour une césure, soit pour une mobilité 3A, soit pour un double diplôme. Et parmi aussi les orientations stratégiques qu'a pris l'école centrale Casa, il y a effectivement le fameux triptyque que toute école d'ingénieurs adopte, c'est la synergie entre la formation initiale, les activités de recherche et le partenariat avec l'entreprise, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau de la formation initiale ou au niveau de la formation continue. Nous avons une activité de formation continue qui est de plus en plus riche et malgré notre jeunesse. Et pour l'activité de recherche, nous avons opté pour une structuration plutôt agile. Nous travaillons d'abord d'une manière générale sur la modélisation des systèmes complexes en prenant comme sujet des sujets qui intéressent et des enjeux qui intéressent le monde socio-économique africain.
tels que les aspects de système urbain et leur complexité, les systèmes de mobilité aussi, il y a l'environnement et l'énergie, des sujets comme ça. Donc, en fait, nous nous organisons au mode share avec une durée de vie de l'activité sur 3 à 5 ans en fonction du sujet à traiter. Nous ne sommes pas structurés en laboratoire, nous sommes structurés plutôt en mode projet. Voilà à peu près globalement ce que je peux dire de l'école centrale CASA. Maintenant, je vais essayer de partager avec vous notre vécu par rapport à la crise Covid depuis le 16 mars 2020. Et effectivement, tout le monde a été un peu pris de court quand le gouvernement marocain, à l'instar des autres gouvernements, a annoncé le confinement. Il a fallu proposer des solutions rapides. Alors, nous avions notre plateforme Edunao qui est Moodle, en fait, qui était utilisée par les enseignants et par les élèves, plus pour des échanges de documents. Et donc, nous avons intensifié son utilisation à travers un enseignement plutôt synchrone. Donc, en fait, nous avons maintenu quasiment notre planification des cours dans des créneaux bien spécifiques et les élèves avaient l'obligation et l'intérêt aussi de se connecter pendant justement la durée de la séance où ils avaient à la fois accès au support de cours, à l'échange avec l'enseignant, parfois effectivement à des capsules vidéo, voire même une visioconférence en direct sur MS Teams, mais les cours étaient planifiés et la présence des élèves était obligatoire. Alors, ils avaient les supports de cours un petit peu en amont pour pouvoir préparer leur séance et poser les bonnes questions et profiter effectivement pleinement de la présence de l'enseignant. Mais en tout cas, la planification était assez stricte. Les séances de TD, là aussi, ont été organisées comme d'habitude, pas en présentiel bien sûr, mais plutôt en séance Teams ou alors via Edunao. Alors, tout ça pour dire que les outils pédagogiques qui ont été préparés, tout ça, pardon, il y a un peu de perturbation autour de moi. Tout ça pour dire que les séances de cours ont été planifiées de façon synchrone et ont été préparées et adaptées de façon assez rapide en un temps record. On a installé aussi un petit dispositif qui permettait à l'élève à la fois de suivre et au prof de suivre la compréhension des élèves de ce qui a été des enseignements dispensés. On a installé un système de quiz en direct où les élèves répondaient effectivement soit en utilisant leur compréhension du cours, soit à travers les TD. Et ça permettait aussi de vérifier l'assiduité de nos élèves au niveau de ces cours. Et je tiens aussi à saluer l'implication du corps enseignant. Sincèrement, chez nous, les enseignants se sont fortement impliqués de façon très réactive, avec beaucoup d'agilité, pour que les cours soient prêts dans un délai record et dispensés dans des conditions, je dirais, les plus optimales possibles. Alors, pour le système d'évaluation, là, ça reste quand même un point assez je dirais, un verrou à lever, mais en ce qui nous concerne, comme je l'ai dit, nous avons utilisé les quiz de chaque séance pour évaluer partiellement les élèves. C'était entre 15 à 20%. Et nous avons aussi demandé aux élèves de fournir des comptes rendus de travaux qui ont aussi été utilisés pour les évaluations. Et pour les examens, il y a eu en fait 2 modalités. Des examens en ligne que nous avons programmés sur la plateforme Edunao avec toutes les dispositions nécessaires. C'était du QCM, où l'élève pouvait effectivement répondre dans un temps limité et pas de possibilité de retour effectivement aux questions précédentes pour éviter les échanges entre les élèves, pour éviter les tentatives de fraude. Et les questions étaient délivrées aux élèves de façon aléatoire
Donc, chaque élève avait son jeu de questions. Et là encore, c'était aussi pour limiter un petit peu les tentatives de fraude. Et à la fin, nous avons profité d'une fenêtre au mois de juillet, que nous a offert justement le répit un peu et la baisse des taux de contamination au Maroc, pour inviter les élèves à venir passer des évaluations en présentiel. Et ça a permis effectivement à la fois de consolider, de stabiliser, de mieux objectiver les évaluations. Donc, une combinaison entre de l'évaluation digitale et de l'évaluation classique, ce qui nous a permis de conclure l'année de façon assez convenable, et les résultats de l'année dernière étaient effectivement en accord avec ce qu'on pouvait pratiquer auparavant. Un point important, c'est les stages qui a été évoqué. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, soit ils ont annulé leurs stages, les stages qu'ils offraient aux élèves, soit ils les ont organisés je dirais en télétravail. Alors, ceux qui étaient déjà engagés avec des entreprises, ils se sont effectivement accordés sur le fait de poursuivre leur stage sous une forme ou sous une autre, donc soit en télétravail, soit en hybride. Pour ceux qui n'avaient pas de stage, alors notamment les premières années où c'était des stages opérateurs, stages ouvriers, c'était un petit peu plus compliqué et effectivement, nous avons eu du mal à les caser. Alors, soit ils ont pu obtenir un stage pour l'été au sein d'une entreprise, soit ils se sont approchés d'une association ou des associations humanitaires ou ONG pour traiter une mission liée à la crise Covid. Et nous avons, soit ils ont mené des enquêtes auprès d'ingénieurs pour pouvoir effectivement essayer de s'adapter ou de mieux connaître le métier de l'ingénieur. Donc là, c'était la solution, je dirais, de dernier recours. Quelque chose qui est important, c'est qu'en termes de stage première année, nos élèves ont participé à une campagne nationale où ils ont aidé les entreprises, donc c'était en collaboration avec la Confédération générale des entreprises marocaines, l'État, le ministère de l'Industrie, qui est notre ministère de tutelle, mais aussi une grande entreprise, pour ne pas la nommer, c'est Renault au Maroc, et ils ont travaillé sur un plan de redémarrage d'activité en préservant les conditions sanitaires et les préconisations justement du ministère de la Santé. Et ils ont déployé ça sur plusieurs petites et moyennes entreprises au Maroc. Et ça nous a fourni effectivement un beau vivier de stages à nos élèves qui étaient en attente. Point aussi qui était, et là, sincèrement, je pense que nous avons franchi un pas parce que c'est le besoin qui crée effectivement l'innovation. Nous avons dû organiser nos concours d'admission, notamment le concours d'Afrique. Comme je l'ai dit, 30% de nos élèves viennent d'Afrique subsaharienne, à distance. Et donc, avec le soutien de nos partenaires, et je tiens au passage à saluer et à remercier justement Deuxieux qui nous a accompagnés pour le centre à Ouagadougou, où nous avons organisé effectivement des sessions d'épreuves à la fois de mathématiques, de physique, d'entretien, de motivation et d'anglais à tous les candidats au concours. Et ça s'est très, très bien passé. Il n'y a eu aucun incident. Les connexions ont plutôt bien fonctionné. Alors, même si c'est un point critique chez nous tous, j'y reviendrai. Mais pour le concours Afrique, on a pu créer une autre modalité d'organisation de concours que je pense continuera effectivement à se perpétuer, même en dehors de la crise Covid, parce qu'elle est à la fois économique, écologique et efficace. Par la même occasion et sur le même modèle, nous avons aussi organisé nos concours Maroc pour tout ce qui est pour les admis en DEUG et en licence avec des entretiens. Le concours des classes préparatoires a été organisé en présentiel. Oui, j'essaie d'avancer rapidement et je conclus. Alors, juste pour la rentrée septembre 2020, on travaille plutôt en hybride avec du présentiel partiel
avec des visios et une TV web qui diffuse les enseignements magistraux aux autres élèves non présents. Et là encore, accompagné d'un quiz. Pour les TD, là encore, c'est du présentiel partiel. Quelques élèves qui sont en classe, les autres en classe virtuelle. Il y a un esprit de solidarité entre les élèves où les élèves présents jouent le relais avec leurs camarades absents. Et bien sûr, c'est une organisation tournante pour que tout le monde puisse bénéficier du présentiel. Pour les activités, je dirais soft skills, telles que développement personnel et langue, c'est des séances de classe virtuelle réalisées via Teams avec des tests d'évaluation. Là, il n'y a pas de présentiel, c'est que du virtuel. Là, vous avez effectivement le bilan de ce qui a été réalisé en un temps record durant le dernier semestre de l'année 2019-2020. Et il y en aura autant pour l'année en cours. Je ne m'attarderai pas sur les chiffres, mais ça démontre effectivement l'implication des enseignements et leur productivité dans ce domaine. Pour conclure, je pense que cette crise est un véritable catalyseur pour la modernisation pédagogique et une transformation digitale des enseignements. Je pense que nous sommes en train de changer de paradigme. On en parlait depuis des années, voire des décennies. Je pense que la crise est venue nous rappeler qu'il faudrait que l'on avance rapidement sur ce sujet. Mais il y a, pour le Maroc en tout cas, probablement pour l'Afrique, d'après ce que je viens d'entendre, des limitations qui sont liées effectivement à la difficulté ou difficulté d'accès au réseau et à un débit convenable, parfois même à des ordinateurs adaptés, parce que j'ai pu voir des élèves qui se connectent à travers leur GSM, ce qui n'est pas forcément optimal. Deux verrous à monter, ou à lever, pardon, c'est les examens à distance. Là, il y a vraiment un travail à faire et je me réjouis de constater que l'AUF encourage des initiatives dans ce sens. Et puis, effectivement, les TP, les moyens expérimentaux, l'accès virtuel, là encore, je sais qu'il y a pas mal de projets. Nous, on a remplacé les travaux expérimentaux par des travaux de simulation numérique de ces mêmes phénomènes physiques, mais je pense que la manipulation, même à distance, est plutôt souhaité dans ce genre de cas. Je m'arrête là. Désolé d'avoir été un peu long et merci pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. OK. Merci beaucoup, M. Boukamel. Merci pour cette brillante présentation qui, voilà, qui rejoint un peu les deux premières présentations. Hein. Avec elles, se complète vraiment, où on voit qu'il y a des défis, notamment les examens à distance. Il reste encore des défis. Les TP, vous avez trouvé une parade, c'est les simulations et autres, que vous avez fait, les phénomènes physiques et autres. Mais on attend toujours avec l'AUF l'expérimentation qui est en cours. Peut-être que ça pourrait nous donner des pistes, des solutions pour les TP à faire à distance. Les examens, bon, c'est clair que voilà, il y a de l'expérimentation. Vous avez hybridé les examens avec une partie en ligne, avec des QCM aussi, pour permettre de chronométrer, pour éviter un peu comment on appelle, la fraude. Et voilà, avec les quiz qui permettent de suivre le cours. Voilà, j'ai noté aussi que, de par votre expérience peut-être du semestre passé, vous avez fait la rentrée de septembre 2020 avec des cours en hybridation. Voilà, donc des cours en partiel, présentiel partiel et des cours à distance. Voilà. Donc, je pense qu'on se rejoint tous. Et il y a un mot qui revient dans toutes les présentations, c'est l'hybridation de l'enseignement. Et je pense que tout le monde est en train de... Enfin, on se rejoint sur ce thème-là. Maintenant, c'est peut-être sa mise en œuvre qui va différer d'un institut à un autre. Toujours est-il qu'on est en train de tendre vers ça. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons passer à la dernière présentation avec M. Stéphane. Il est là, directeur de l'EPF. M. Stéphane. Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, et je vous vois aussi. Voilà. Si vous pouvez partager votre écran avec nous. Est-ce que c'est ce que vous voyez? Voilà, parfait.
Donc, si vous êtes prêts, on va y aller pour 10 minutes. Très bien. Écoutez, mais merci beaucoup pour cette invitation et je salue cette initiative parce que je crois qu'elle est importante en ces périodes de mutation, de transformation des métiers. Je crois que c'est important d'échanger et puis de s'enrichir des expériences des autres. Alors, avec le peu de temps que j'ai, je vais en effet dresser un premier bilan de ce qui a été mis en place à l'EPF. En me focalisant sur les aspects pédagogiques, avec le plan suivant. Donc les conséquences pédagogiques suite à cette situation de crise sanitaire, comment on a géré l'accompagnement pédagogique, un mot sur les évaluations, et puis je ferai un bilan en cours de cette opération, sachant que vous allez voir, il y a beaucoup de choses que je vais, voilà, qui font écho à ce qui a été dit précédemment. Alors, au niveau de l'EPF, on est sur 3 campus et on a eu à distinguer finalement 2 périodes. Une période de confinement total, où là, les étudiants n'étaient pas présents sur les campus. Et là, c'était c'était la fin du semestre dernier. Et puis, une période où la présence était réduite, où on imposait le ministère de l'Enseignement supérieur nous imposait une présence réduite au sein d'établissements. Ça a été la période de septembre à octobre dernier. Là, on revient à un confinement plus global au mois de novembre. Tout ça pour dire qu'on a des solutions qui sont différentes en fonction des situations. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé des solutions, sachant on prend appui sur une cellule d'innovation pédagogique qui travaille depuis 5 ans, ça a été rapidement dit tout à l'heure, et avec d'ailleurs des expériences sur l'hybridation qui sont menées depuis même plus de 5 ans, depuis une dizaine d'années dans nos établissements, mais qui étaient faites de façon un peu homéopathique, et vous allez voir que c'est quelque chose qui prend de l'essor. Pour accompagner ces solutions, on a réalisé des sondages réguliers auprès des étudiants et des enseignants, avec une démarche qui est finalement une démarche un peu scientifique, pour voir si telle méthode marche ou ne marche pas, comment elle est perçue ou comment il faut l'améliorer. Alors, rapidement sur ce graphique, on voit que il y a des enseignements qui ont été dispensés complètement en e-learning, c'est-à-dire c'est sur plateforme numérique à 100%. On a des enseignements qui se sont transformés en projets à distance également. Il y a des enseignements qui sont opérés par classe virtuelle. Donc, c'est finalement on a gardé le concept de cours TD, TP et qu'on a dispensé de façon virtuelle. Et puis, il y a cette fameuse hybridation qui est un mixte finalement de séances en présence de l'enseignant, qu'il soit en présence de l'enseignant, qu'il soit devant l'écran ou en présentiel sur campus, et puis des périodes d'auto-apprentissage sur plateforme numérique. Et vous voyez là que finalement, la grande partie de la pédagogie utilisée était la pédagogie hybride. Donc, plusieurs méthodes testées, je n'y reviens pas. L'organisation, alors, il a fallu accompagner les enseignants, et cela très rapidement. Ça c'est un élément essentiel, de former finalement et de rassurer le corps enseignant sur à la fois l'usage des outils et puis la pratique de ces méthodes. Une hybridation, ça ne s'invente pas, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Je pense que voilà, il y a tout un accompagnement qui doit s'opérer. Et donc, c'est ce qu'on a pu mettre en place avec les ingénieurs pédagogiques qui étaient présents, qui sont présents dans l'école. Alors, la première réponse en mars, là où il y avait toute… on
on a un peu agi dans l'urgence. Et dans l'urgence, on s'est dit, on va pas bouger les emplois du temps, on va tout mettre en virtuel. C'est-à-dire, on va faire de la classe virtuelle. Et puis, on va assurer cette continuité pédagogique comme cela. Bon, on a très vite vu que ça apportait des problèmes. D'abord de connexion. Voilà, il y a des problèmes de connexion en Afrique, mais il y en a aussi en France. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais voilà, en tous les cas, c'est le cas. Des problèmes de connexion. Des problèmes aussi d'attention des élèves. C'est illusoire de penser que des élèves peuvent suivre un cours 6 heures de suite derrière un écran, comme ça, voilà, en étant plutôt passif d'ailleurs. Hein, bon. Donc, on a très bien vu par sondage que ça ne fonctionnait pas, et on a réorganisé la formation avec un emploi du temps différent, une baisse du nombre d'heures en face à face, et une hybridation avec de l'auto-formation, des choses qui étaient mises sur plateforme de façon scénarisée, et pour essayer de répondre à cette problématique de baisse d'heures en face à face virtuelle. Alors, ça s'est fait de façon différente en fonction de l'enseignant, de sa volonté, de sa formation, aussi des matières. Hein. On n'hybride pas de la même façon un cours de mathématiques fondamentales et puis un cours sur je sais pas, les circuits électriques ou bien les transferts thermiques. Alors, après cette expérience de la fin de semestre, il a été décidé en juillet de tout hybrider, d'hybrider tous les enseignements du cycle L, qu'on soit en confinement ou pas, à partir de septembre. Donc, on a là multiplié à nouveau les formations, accompagner les enseignants pour que ces enseignants scénarisent de façon différente, pas sous une forme classique de chapitre, mais voilà, avec toute cet art d'hybridation, voilà, scénarisent leur enseignement et puis mettent en place des ressources sur la plateforme numérique Moodle. Alors, ensuite, un mot sur l'accompagnement pédagogique. Alors, c'est vrai que, et vous l'avez cité, on est face à une conduite de changement à la fois chez les enseignants, mais aussi chez les étudiants. Ils sont en confinement, souvent avec des effets psychologiques pour certains, des problèmes de connexion, ça c'est clair pour certains également, du matériel informatique qui est pas suffisant, ou bon. Et il faut pouvoir détecter, il faut pouvoir identifier, et il faut essayer de trouver des solutions. Alors bon, il y a des solutions qui sont, on a prêté des ordinateurs, on a limité le virtuel pour justement moins être dépendant de ces problèmes de connexion, et surtout on a fait opérer des rendez-vous réguliers avec les délégués, et c'est ce qui a été fait à 2IE, hein, si je me souviens bien, avec des réunions hebdomadaires, des sondages chaque semaine pratiquement auprès de toute la promotion, et puis des rendez-vous, et ça c'est via Teams, et des rendez-vous individuels dans certains cas, les cas qui étaient détectés à problème, on opérait des rendez-vous individuels. Je dois avouer que là, on a une implication des enseignants qui est tout autre, et avec à la fois du temps passé et puis un rôle qu'ils n'opéraient pas forcément précédemment. Un mot sur les compétences, et là je rejoins ce qui a été dit. Hein, alors, le constat, c'est que quand on a des évaluations à distance, on retrouve les inégalités liées aux connexions et à l'isolement. Bon, on a des étudiants qui étaient en colocation, il y a le papa prof de maths ou de physique qui est derrière eux. Bon, on voit bien que assurer des évaluations individuelles sans risque de fraude, c'est très compliqué, voire à mon avis, c'est illusoire. Donc, il y a eu ce questionnement. Il y a aussi la question de l'expérimental, hein, ça a été évoqué, voilà, et pourtant l'ingénierie, du moins faire un bon ingénieur, c'est aussi le confronter à l'expérimental. Alors, les solutions mises en place, c'est ne pas avoir peur de faire des évaluations collectives.
Donc, on a fait ce pari-là en disant, voilà, il y a des évaluations, on vous laisse un peu de temps, on les rend un peu plus complexes, ces évaluations, mais vous pouvez les faire à plusieurs. Comme ça, voilà, on gomme les disparités et on accepte le fait que ça soit collectif. Il n'empêche qu'on fait des évaluations individuelles en nombre plus limité. Et là, c'est des oraux, les yeux dans les yeux, 15-20 minutes. Et là, voilà, et s'il y a des problèmes de connexion, on sait le gérer. Et puis, il n'y a pas de fraude, quoi. Donc, alors, malheureusement, ça prend un temps très conséquent. Donc, il faut le faire avec parcimonie, mais ça permet quand même de s'assurer de certaines choses. Voilà. Alors, on a virtualisé certains travaux pratiques. Voilà, pareil, hein, on ne faisait pas de la simulation, mais on donnait des résultats d'expérience sur des fichiers, et puis c'était à eux de les exploiter, etc. Bon, moi, je crois que c'est dommage, et là, le côté expérimental, ça reste un vrai problème. Alors, le bilan, là, je rejoins le panéliste précédent. C'est une vraie opportunité pour une école. C'est une nouvelle dynamique avec une généralisation d'une innovation pédagogique. Voilà, ça percole surtout sur l'ensemble des enseignants. Et ça, c'est très appréciable. Parce qu'il y a cette réflexion pédagogique qui est… L'enseignant est quelque part un peu perdu, donc il est amené à dialoguer avec ses collègues et à échanger et à s'interroger sur la portée de son message. Le problème des ressources numériques, donc les ressources, les plateformes numériques, les tuyaux suffisamment importants pour que les connexions soient fluides, ça c'est un vrai problème. Et je pense que c'est même pour une école en France, à Paris, avec des bonnes connexions, et ben je vous assure que c'est pas simple. Donc il faut, ça reste un sujet important et qu'il faut traiter. L'accompagnement du changement, j'en ai parlé, auprès à la fois des enseignants et des étudiants. Et puis la difficulté, du moins l'attention à avoir auprès des étudiants et le fait de maintenir une interaction avec les étudiants en étant persuadé que l'apprentissage, c'est l'interaction. Donc, bon, moi, j'ai un avis, je l'ai indiqué, rien ne vaut le contact en présentiel, hein, il faut être clair. Maintenant, parce qu'il est plus efficace, il permet le débat, etc. Maintenant, même si c'est à distance, il faut pouvoir susciter ces interactions. Là, très rapidement, un résultat de sondage bon, qui avait été fait auprès des enseignants sur la collaboration entre eux et les échanges. On voit que finalement, 22% uniquement des enseignants n'ont pas échangé sur une période comme celle-là. Donc voilà, on voit qu'il y a eu de l'interaction entre les enseignants, ce qui est une très bonne chose. Alors sur les bonnes pratiques, moi comme vous, je suis persuadé que l'enseignement supérieur est en train d'opérer sa transition numérique. Alors vous voyez en Afrique, sachez qu'en France, on est encore au démarrage. Je crois que l'hybridation, ça sera très vite le nouveau standard pédagogique. Pour l'instant, je trouve que dans notre école, on est très avancé, mais je regarde les autres écoles, c'est l'initiative de quelques-uns, encore très souvent. Et avec une hybridation qui reste sur un mode court, TD, et voilà, sur un mode plutôt ancien. Je crois que là, il faut s'atteler à ce nouveau standard qui apporte de la flexibilité, de l'efficacité s'il est bien mis en place, et puis qui permet de développer de l'autonomie, mais il faut en effet accompagner cette autonomie. Et puis les bonnes pratiques, c'est en effet la réflexion pédagogique que ça a suscité et qu'il faut maintenir, hein. Le prof peut parfois être seul face à lui-même et face à son savoir qu'il détient, qu'il croit pouvoir dispenser tout seul. Bon, je crois que c'est fini. Il faut passer par un travail collectif et cette crise a permis l'émergence d'un travail collectif entre enseignants.
Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci bien, M. Stéphane. Merci pour votre présentation, votre brillante présentation qui vient voilà, en complément aussi des 3 autres présentations. Et voilà, j'ai pu noter notamment sur votre cellule de réflexion qui avait été mise en place avant même cette situation de pandémie et qui avait déjà quelques pistes de solutions avec des sondages qui avaient été réalisés auprès des enseignants, des étudiants. Et j'imagine que les réflexions de cette cellule-là a pu apporter beaucoup pour affronter la situation de la pandémie. Et donc, on est tous d'accord qu'on va vers l'hybridation, mais vous avez pu relever qu'il y a quand même, avec l'hybridation, il y a quelques réadaptations à faire. Il faut faire attention à certaines choses. Même les cours faits à distance, il faut veiller quand même à réduire le nombre d'heures de face à face. Il faut baisser le nombre d'heures de face à face. L'auto-formation aussi des élèves va s'accentuer avec une telle méthode. L'hybridation aussi ne va pas se faire de la même manière d'une matière à une autre. Il va falloir l'adapter à la matière dont on a affaire. Vous dites que, bon, de l'expérience que vous avez vécue, vous avez finalement décidé d'hybrider tous les cours du site L. Et ça, je vois que c'est quelque chose, c'est déjà un bon acquis qui pourrait donner peut-être des idées à certains instituts. Voilà. Et aussi, avec la situation, les cours à distance, vous avez relevé que même dans les pays développés, on peut se trouver confronté à des problèmes de connectivité et même de disponibilité de ressources, on va dire, informatiques. Alors, pour cela, il faut détecter les difficultés au niveau non seulement des enseignants, mais aussi des apprenants. Et vous avez fait, quand vous avez mis votre plan de continuité en place, vous avez fait des sondages hebdomadaires, de façon hebdomadaire, c'est ce que j'ai pu noter. Et enfin, les rencontres, vous avez aussi fait, en fonction des difficultés des apprenants, vous avez fait des rencontres synchrones individuelles, voilà, pour échanger avec certaines personnes qui avaient des difficultés. Donc, ce qui nous amène à dire que l'hybridation, certes, c'est peut-être le nouvel standard vers lequel on tend, mais bon, on est encore au début et il y a pas mal je pense que vous êtes beaucoup, peut-être un peu plus avancé que pas mal d'institutions, mais votre présentation nous interpelle à faire attention à certaines choses, surtout notamment les difficultés que peuvent rencontrer les enseignants et les apprenants. Je note que l'hybridation ne peut pas se faire comme ça. Il faut un accompagnement, il faut que les enseignants soient accompagnés, il faut qu'ils soient formés à cette nouvelle approche pédagogique. Voilà. Donc, je pense qu'on a quelques questions. Je me tourne vers Johan parce que c'est lui qui m'aide pour cela. Et si vous avez, Johan, il y a dans le QPR, questions et réponses, je pense que chaque panéliste a pu prendre, peut-être sauf Stéphane qui vient de terminer, les autres ont pu prendre connaissance des questions qui leur sont posées. Alors, on va commencer peut-être pour la phase de questions-réponses là, on va reprendre la boucle avec M. Wangrawa. On va lui demander de répondre aux questions et en même temps de donner sa conclusion sur la table ronde, s'il a une conclusion à donner, s'il a des remarques à faire pour terminer. On ne va plus faire une autre ronde, ce sera la dernière ronde. Donc, vous répondez aux questions et en même temps, vous nous donnez votre conclusion sur la table ronde. Monsieur Wangrawa, vous êtes là? Oui, monsieur Soro, merci, je suis là. J'ai bien relevé certaines questions, mais peut-être vous allez m'aider si j'oublie certaines également. Les deux questions, la première question, il s'agissait notamment de savoir si Abidjan, en Côte d'Ivoire, a une représentation de l'Agence de la francophonie. Donc, bien évidemment, il y a une représentation qui, je l'ai dit dans le chat,
Il s'agit de l'antenne d'Abidjan située à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, vous y trouverez non seulement des opportunités pour les étudiants, mais ce sont les mêmes services que l'AUF offre à travers ses implantations à travers le monde. L'accompagnement des enseignants des universités partenaires d'Abidjan, du Côte d'Ivoire. Donc, la seconde question que j'ai notée, c'est la question ayant trait au coût élevé des formations à distance, donc notamment pour les formations qui sont offertes par l'Agence universitaire de la francophonie avec ses universités partenaires. Il faut dire qu'il s'agit de prix déjà discutés entre l'AUF et les universités membres. Ce sont des prix du Sud, qui sont des prix relativement accessibles, mais je conviens avec nos usagers, nos étudiants et les professionnels qui postulent à ce type de formation. Le retour que nous avons, c'est effectivement le coût qui reste élevé. Mais il y a aussi des allocations que l'agence offre aux meilleurs dossiers. Donc, comme je l'ai dit, la demande est très forte. Et en donnant les chiffres par rapport au Burkina, où cette année, nous avons plus de 1000 candidatures. Il y a moins de 10% qui sont des candidatures qui sont retenues. Ce sont les meilleurs dossiers de candidatures qui sont retenus. Mais il y a aussi une alternative, une autre opportunité. Il s'agit notamment des formations certifiantes, des MOOC, qui sont aussi offertes par nos partenaires des universités, des cours accessibles. Ce sont des formations gratuites où l'étudiant ou l'apprenant peuvent acquérir en fonction de son rythme et en fonction de sa bourse des certificats. Donc, c'est une alternative qui reste possible. Donc, avant de donner ma conclusion pour la fin, je ne sais pas, M. Souré, est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas pu noter? Non, je pense que vous avez, c'était 3 questions. D'accord. Voilà, oui, celui d'Abidjan, oui, vous avez répondu. Il y a une question qui vous demande, accepter les ressources numériques et les formations des enseignants mises en place pour la pénétration des cours à distance dans le système d'enseignement. Comment comptez-vous accompagner les étudiants au niveau matériel pour faciliter l'insertion de ces cours à distance? Oui, nos campus numériques, à travers nos implantations, offrent déjà des plateaux techniques aux étudiants. Donc, ça, c'est un avantage majeur. Donc, aux étudiants qui sont inscrits dans nos universités partenaires, ils peuvent bénéficier de cet accompagnement en fréquentant nos campus numériques. Donc, ce sont des espaces où ils vont trouver non seulement des ressources informatiques, ils vont trouver du personnel en présentiel, des responsables de formation pour les accompagner. Donc, il y a aussi des opportunités récurrentes que l'AUF offre, des appels à projets, des concours des étudiants ou des ateliers qui sont déroulés au niveau de ces campus numériques-là. Donc, véritablement, ce sont des opportunités où des étudiants peuvent saisir et puis poursuivre des formations. Ce sont des cours d'abonnement très accessibles qui sont faits aux étudiants. Voilà. Donc, merci. De se renommer avant de se connecter sur Zoom. Donc, prénom, nom, comme ce qu'on a fait de l'autre côté. Vous pouvez peut-être conclure. D'accord. Voilà, merci encore pour cette opportunité majeure qui nous a été donnée. Donc, il faut dire que cette table ronde ramène sur l'actualité, les questions ayant trait au numérique éducatif. Il y a un enjeu majeur avec cette COVID qui nous rappelle et qui vient encore, comme je l'ai dit, valider, donner raison à l'Agence universitaire de la francophonie par rapport à des actions qui ont été antérieurement prises. Il s'agit véritablement de prendre conscience que le numérique éducatif est un levier important, qui non seulement va permettre à des universités de répondre aux 3 défis, le défi lié à la qualité de l'enseignement, le défi lié aussi à l'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes et à la responsabilité sociétale de nos universités. Le numérique reste un levier majeur pour accompagner nos universités. Merci. Allô? Excusez-moi, mon micro était coupé. Alors, je vous disais merci. Merci pour vos réponses et merci aussi pour votre conclusion.
Et je pense que vous nous avez présenté des choses, certainement, vos contacts étant sur nos plateformes, certainement vous aurez des contacts de certains qui voudront avoir plus d'informations, surtout sur l'accompagnement de l'AIF quant aux différentes institutions africaines, les institutions de formation et d'enseignement. En ce qui nous concerne, c'est sûr que nous reviendrons, je vais parler des deux yeux, nous reviendrons vers vous pour plus ample information sur certains projets. Voilà. Merci. Voilà. Donc, vous restez en ligne. On va faire le tour et avant de conclure. Monsieur Koïta est là. Alors, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Apparemment, votre caméra ne... Oui, mais c'est bizarre quand même alors que c'est activé chez moi. Oui, bon, on vous voit plus, mais c'est pas grave. Vous pouvez... Oui. Je pense que vous aviez eu une question. Oui, j'avais une question. Je pensais qu'il fallait répondre directement, mais j'ai répondu par chat en même temps. Voilà, mais si vous pouvez la lire et donner votre réponse pour peut-être pour les autres participants, ce serait intéressant avant de conclure. Donc, en fait, il y avait une question concernant l'accompagnement des étudiants. Et la personne a cherché à savoir est-ce qu'il y a eu des décrochages au niveau des étudiants par rapport à l'enseignement pendant la période Covid et après. Et si c'est le cas, quelles sont les solutions que nous avons? Vous pouvez parler plus fort, un peu plus fort, M. Koïta? Allô, vous m'entendez? Oui, un peu plus fort. Donc, est-ce que vous avez entendu la question? Oui, allez-y. OK. Donc, en termes de réponse, j'ai fait savoir à la personne déjà que nous, à notre niveau, on avait adopté une approche hybride, mais lorsque le confinement a été levé, on a basculé également en présentiel. Mais en continuant toujours les CM en ligne et les enseignements qui ont été déjà, comment dirais-je, écoulés pendant la période de Covid à distance, on fait l'objet de rappels de certains enseignants en présentiel, de quelques séances de rappels avant de continuer les travaux dirigés. Et en termes d'accompagnement aussi, nous avons maintenu le contact avec les étudiants à travers des rencontres hebdomadaires et des comptes rendus des rencontres qui ont été diffusés à tout le monde, pour qu'on soit au même niveau d'information. Et on a constaté aussi qu'à la fin du semestre, les résultats même du semestre Covid étaient bien meilleurs que les résultats du semestre précédent. OK. Je ne parle plus des résultats académiques, en fait. Oui. Voilà. Donc, on a eu de bien meilleurs résultats académiques que les autres semestres. Oui, tout à fait. OK, c'était la seule question? Oui, je pense. Et puis, il y avait une question sur les évaluations. Oui. Il y a quelqu'un qui a cherché à savoir est-ce que pour les évaluations, la même rigueur a été maintenue comme en présentiel. Voilà. Donc, nous, pendant le Covid, on a assuré qu'uniquement les enseignements à distance et les évaluations étaient faites en présentiel lorsque la situation est devenue normale. Et certes, il y a eu des évaluations également en ligne, mais qui étaient surveillées. Donc, les étudiants, ils sont en présentiel, ils ne composent pas sur table, ils composent sur des ordinateurs, mais surveillés. OK, merci bien pour vos réponses. Vous allez donner brièvement votre conclusion, parce qu'on a largement dépassé le temps. Voilà. Donc, en guise de conclusion, je souhaiterais déjà remercier tous les partenaires et collègues qui ont pris part, comment dirais-je, à cette table ronde. Et j'ai trouvé le thème très intéressant. Et je suis très content parce que il y avait certaines idées reçues par nos étudiants et que je pense qu'à l'issue des échanges qu'on a eus aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui seront levées, notamment pour ce qui concerne les problèmes de connexion. Et je pense que la même difficulté a été soulevée par nos collègues de l'Afrique du Nord et de la France également. Et à cela, il faudrait aujourd'hui que nous pensions à repenser les choses et enlever de la tête des gens qu'on ne peut pas former un ingénieur à distance ou en ligne. Et je pense que ça aussi, c'est des idées reçues, Et vu l'expérience des différents collègues qui ont eu à intervenir, je pense que cette idée aujourd'hui doit être levée également, enlevée de la tête.
Et le dernier point en guise de conclusion sur lequel je souhaiterais insister, c'est la formation, surtout la formation des formateurs, la formation des apprenants. Et comme Stéphane l'a dit, l'approche hybride, c'est très bien, mais il faut la formation de ceux qui vont implémenter cette approche et l'accompagnement nécessaire. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous avons eu un début de solution avec l'AUF qui nous a accompagnés et qui a permis de former plus d'une vingtaine d'enseignants pour la conception de ces cours hybrides-là. Et ça, c'est à féliciter, à remercier également l'AUF. Et je pense qu'on aura d'autres opportunités pour former l'ensemble du corps enseignant afin que cela soit une réalité au niveau des désirs. Donc, M. Soro, voilà, merci beaucoup. Et voilà. OK, merci bien, M. Koïta, pour votre conclusion. Voilà, c'est des conclusions que nous notons. Certainement qu'on aura un compte rendu de la table ronde. Ce sont des propositions qui seront consignées dans le rapport de la table ronde. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre participation. Nous allons passer à M. Boukamel. M. Boukamel, je pense que vous n'avez pas eu de questions. Certainement que les auditeurs ont été très satisfaits de votre présentation et on n'a pas eu de questions. Voilà. Maintenant, je vais donc vous demander un dernier mot en guise de conclusion de votre part. Merci beaucoup. D'abord, encore merci pour l'invitation et j'ai trouvé l'échange très, très intéressant, très enrichissant. Et puis finalement, ça nous rassure un peu tous parce que on est en train d'avancer, mais je dirais on est tous portés par la même vague. Comme je l'ai dit au début, à toute chose malheur est bon, cette vague nous porte à peu près de façon assez synchrone, si j'ose utiliser ce mot, vers un progrès en termes de modernisation pédagogique. Mon mot de conclusion, ça serait effectivement que l'on puisse travailler sur les verrous qui aujourd'hui se posent à nous pour la transformation digitale des enseignements. Il y a effectivement les évaluations qui reviennent assez souvent et il y a effectivement les travaux pratiques au mode virtuel qui restent encore, à mon avis, à développer. Par rapport au contenu pédagogique, je pense qu'il ne faut pas qu'on se dise nous devons absolument avoir de façon autonome et au sein d'un même établissement des bibliothèques propres à chaque établissement, des bibliothèques de cours propres à chaque établissement. Je pense sincèrement que les communautés de la pédagogie numérique et que l'Internet, d'une manière générale, fournit suffisamment de contenu et les élèves, nos élèves vont les chercher. Ce qu'il faudrait, le travail que l'on devrait faire, c'est effectivement essayer de faire de l'orientation pour leur donner pour accéder à une information et à un contenu pédagogique fiable et complet. C'est plus de l'orientation que l'on devrait faire que de la production. Donc, il y a peut-être un panachage à trouver entre produire en interne et aller chercher l'information quand elle existe et quand elle est fiable. Voilà, c'est les trois axes sur lesquels ça serait bien que l'on puisse y réfléchir et continuer à travailler ensemble. Et en tout cas, l'École centrale Casablanca est toujours prête à collaborer avec deux yeux et avec d'autres établissements africains, subsahariens ou français pour qu'on puisse avancer ensemble sur ces différents sujets. Et encore merci pour l'invitation. Merci beaucoup, M. Boukamel. Et oui, c'est une belle conclusion. On est tous portés par la même vague. On est logés à la même enseigne et donc on est appelé à avancer ensemble sur la modernisation et sinon l'adaptation aussi de nos méthodes d'enseignement puisque cette situation de Covid qui est venue certainement, comme vous l'aviez dit dans votre présentation, accélérer les choses, nous amène tous à nous donner la main pour travailler ensemble pour qu'on puisse mettre en place des méthodes pédagogiques acceptables par tous. Et comme vous le relevez aussi aujourd'hui, c'est vrai, tout est disponible sur Internet, on n'est pas obligé. La production, ce qui réduit peut-être la production, on a les bibliothèques numériques
et pas mal de choses disponibles, même gratuitement hein, sur Internet. Et ce travail d'orientation au niveau des, comment on appelle, des étudiants, nous devons le faire en tant que formateur. On doit être à même de les orienter vers la bonne ressource pédagogique, la bonne ressource pour que voilà, ils puissent eux-mêmes, bon, pour leur auto-formation et même compléter ce que l'enseignant local va leur donner. Voilà, donc c'est noté, ces points sont notés. On va les consigner aussi dans le rapport de la table ronde. Voilà, merci beaucoup pour votre conclusion. Merci à vous. Et je vais me tourner maintenant vers M. Stéphane pour son mot. Je pense que vous n'avez pas de questions. Vous n'avez pas de questions. Je ne sais pas, je ne crois pas. Il y a une question sur la mise en place des systèmes hybrides et avec l'accent qui est mis sur la formation des enseignants et il y a un questionnement sur la formation des étudiants et je trouve la question très pertinente parce que cette conduite de changement doit à la fois concerner les enseignants, ça bien entendu, et de façon importante, mais les étudiants, il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer ce qu'il en est, il faut les accompagner dans l'autonomie, il faut les accompagner dans l'usage de ces plateformes numériques, en particulier sur les post-bac. Et là, il y a un discours qui doit être un discours commun d'une structure auprès des étudiants pour, voilà, il y a des réponses à avoir pour justement que ces étudiants utilisent au mieux ces ressources et l'hybridation des formations. Sinon, moi, en guise de conclusion, j'aimerais dire que je suis particulièrement, alors je ne suis pas surpris, mais je trouve assez formidable la dynamique de 2IE. Alors, je connais 2IE, hein, je suis allé vous voir, mais sachez que cette réflexion-là, elle n'est pas présente dans toutes les écoles, hein, du moins à ce niveau-là en tous les cas, parce que là, on voit qu'il y a, ça se met au niveau d'une direction, ça percole. Voilà, je trouve que cette initiative est très bonne et qu'elle montre une dynamique d'établissement et où même si on voit bien que les mises en place, tout n'est pas parfait et tout ne peut pas être parfait sur une réponse à une crise comme celle-là. Je trouve que l'initiative, la réflexion, le fait de vouloir avancer collectivement, je trouve ça remarquable. Donc voilà, c'est pas une conclusion, mais c'est quelque part un salut. Alors, c'est aussi c'est aussi le cas de Casablanca, mais sans vouloir minimiser, Casablanca, c'est l'école centrale. Il y a tout. Étant moi-même centralien, je vois toute la, voilà, je vois toute la communauté centralienne derrière. Donc, c'est peut-être un peu plus facile. Pour 2IE, je crois que c'est à noter. En guise de conclusion, je souhaiterais dire, comme on l'a dit, on est sur une transformation du métier de l'enseignant actuellement, c'est-à-dire que l'enseignement fait sa transition numérique. Vous savez, il y a beaucoup de secteurs qui ont opéré la transition numérique depuis des années, hein, l'aéronautique, le spatial aéronautique dans les premiers temps, d'autres après, et puis bon, le BTP, allez, K1K, et puis quand on se tournait vers l'enseignement, ben, on était encore au tableau noir, hein. Bon, j'exagère un peu, mais finalement, on est encore plutôt généralement sur des vieilles pratiques. L'usage du numérique doit transformer nos façons de faire. La connaissance, elle est accessible. Comme vous disiez, il y a maintenant des tas de ressources qui sont en ligne. Il n'y a pas besoin de faire des créations extraordinaires, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont en ligne, qui sont partagées, qui sont en libre service. Maintenant, l'enseignant, c'est celui qui va avoir l'art de mettre en forme, de scénariser, d'accompagner, de coacher quelque part. Et on n'est plus dans la transmission du savoir. Et là, il y a une vraie mutation à opérer auprès de notre corps enseignant. Voilà. Okay. Merci beaucoup, M. Stéphane. Merci pour cette conclusion et merci
pour voilà, cette note que vous avez faite sur l'initiative des 2 yeux qui est dynamique. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Si on ne veut pas rester, je vais dire, à la queue, il faut vraiment adopter le digital et mener la réflexion. Et c'est ce que 2 yeux essaie de faire. Nous pensons qu'avec votre collaboration, nous allons y arriver et nous comptons beaucoup sur nos partenaires, surtout ceux qui sont plus avancés que nous, pour nous accompagner pour qu'on puisse la mutation, qu'on puisse la faire tous ensemble. Merci beaucoup. Alors, je voudrais, pour conclure, nous avons largement dépassé le temps, donc on va rapidement terminer. Et donc, pour conclure, je voudrais dire merci. Merci à tous les panélistes. Merci à M. Wangrawa de l'AUF qui a bien voulu nous accompagner. Quand on l'a contacté pour intervenir, il n'a pas hésité à nous accompagner. Merci beaucoup. Et merci parce que nous collaborons avec vous et vous nous apportez pas mal d'appui, notamment dans cette mutation, dans l'utilisation des TIC, dans la formation et l'enseignement. Merci aussi. Bon, je vais remercier tout de même mon collègue Koïta qui a bien voulu apporter l'expérience des 2 yeux en la matière et vous montrer là où nous en sommes aussi et ce dont nous avons encore besoin. Voilà, merci à Koïta et merci à M. Boukamel pour votre disponibilité. Vous avez été très enthousiaste dès qu'on vous a contacté et vous nous avez toujours accompagnés. La collaboration se poursuit. C'est sûr que nous reviendrons vers vous et pour pas mal de choses. Merci beaucoup pour votre disponibilité. À M. Stéphane, merci pour l'aide que vous nous apportez chaque fois et merci pour la collaboration. Nous sommes très heureux d'avoir fait votre connaissance et de pouvoir collaborer avec vous sur pas mal. Nous espérons que l'accompagnement va se poursuivre et qu'ensemble, on pourra y arriver. Alors, donc, je vais conclure là et dire aussi merci à tous nos participants. Pour information sur Zoom, que je vois le nombre de participants sur Zoom, nous sommes montés jusqu'à 72, je pense, c'est le pic qu'on a pu atteindre. Bon, vers la fin, les gens ont commencé, bon, bien entendu, quand les présentations sont terminées, pas mal ont décroché et nous finissons à 48 participants sur Zoom. Je ne sais pas le nombre qu'on a eu sur Facebook, sur YouTube et autres. Bon, 48 déjà sur Zoom, c'est pas mal. Voilà. Merci beaucoup et ça prouve l'intérêt du sujet pour les uns et les autres. Merci et je vous souhaite une agréable fin de journée dans vos différentes contrées. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci. OK, merci Moussa. À bientôt. Ciao.